Comment autant de personnes peuvent souffrir autour d'un même homme sans que personne ne soit vraiment surpris? Les femmes souffrent, les enfants voient, les proches savent, et pourtant le système continue. J'ai terminé la série The Polygamist, et cette question ne me quitte plus. Pas la polygamie, pas les tromperies, pas les scandales. Ce qui m'a poursuivi, c'est ce que cette série dit sur nous, sur ce qu'on transmet, sur ce qu'on normalise, sur ce qu'on appelle encore de l'amour. Pourquoi cet homme agit-il comme si c'était son droit? Pourquoi ces femmes restent-elles? Pourquoi les femmes se battent-elles entre elles alors qu'elles vivent toutes quelque chose d'inacceptable? Pourquoi la mère trouve-t-elle ça normal? Pourquoi le fils commence-t-il à reproduire? Pourquoi les filles héritent-elles de blessures qu'elles n'ont jamais choisies? Et surtout, qu'est-ce que tout cela enseigne aux enfants? Je ne crois pas que cette série parle de polygamie. Je crois qu'elle parle de transmission, de blessures, de loyauté, de pouvoir et de ce qui se passe lorsqu'une femme oublie progressivement sa valeur. Bienvenue dans Luminescence à voix basse, l'espace où on parle d'amour, mais surtout de la femme qui aime. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé d'une phrase qui a marqué des générations de femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. Et nous avons découvert ensemble que ce texte parlait davantage de responsabilité mutuelle que de domination. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que regarder The Polygamist juste comme une histoire de polygamie serait, selon moi, passer à côté de quelque chose d'immense. Ce que j'ai vu dans cette série, ce sont des femmes qui cherchent leur valeur, des hommes qui cherchent leur identité dans le pouvoir, et des enfants qui grandissent au milieu de tout ça, et des blessures qui passent aussi de génération en génération. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te parler de polygamie, je vais te parler de ce qui se cache derrière. Je vais commencer par lui, Jonassi, parce qu'au début de la série, j'étais obsédée par une question. Comment est-il allé aussi loin? Comment peut-on tromper autant de femmes, mentir autant, manipuler autant, humilier autant et continuer à dormir paisiblement? Jonassi n'agit pas comme un homme qui a peur d'être découvert. Il agit comme un homme qui pense que les règles ne s'appliquent plus à lui. Comme si son argent effaçait ses responsabilités, sa réussite effaçait ses fautes, son pouvoir lui donnait davantage de droits. Et si le problème n'était pas seulement Jonassi, et si le problème était aussi toutes les personnes qui ont participé à construire ce sentiment d'impunité, les personnes qui savaient, les personnes qui voyaient, les personnes qui excusaient, les personnes qui préféraient se taire. Parce qu'à force de ne jamais rencontrer de limites, certains êtres humains finissent par croire qu'ils n'en ont plus besoin. Et derrière son comportement, je vois un homme incapable d'être rassasié. Il accumule l'argent, les femmes, les maisons, le pouvoir, l'influence. Comme si chaque nouvelle conquête devait réparer quelque chose, comme si chaque nouvelle victoire devait enfin lui apporter la paix. Mais un être humain en paix n'a pas besoin de collectionner les preuves de sa valeur. Et c'est ce qui me touche dans ce personnage. Parce qu'au fond, je ne vois pas un homme puissant, je vois un homme qui a construit une immense réussite autour d'un vide qu'il n'a jamais appris à regarder. J'ai une question pour toi. Et toi? Qu'est-ce que tu poursuis aujourd'hui en pensant que cela te donnera enfin ce sentiment d'être assez? Joyce est probablement le personnage qui m'a le plus bouleversée parce qu'elle représente beaucoup plus de femmes qu'on ne le pense. Lorsque les gens regardent cette série, ils posent souvent la même question. Pourquoi reste-t-elle? Mais je crois que cette question est trop simple parce que Joyce ne perd pas seulement un mari, elle perd une histoire, une identité, une vision de sa vie, une image d'elle-même. Elle perd la femme qu'elle croyait être. Et ça, c'est une douleur dont on parle peu. Parce que parfois, ce n'est pas la relation qui nous retient, c'est tout ce que nous avons investi dedans. Je regardais Joyce et je pensais, cette femme a aidé cet homme à réussir. Elle a cru en lui, elle l'a soutenu, elle a construit avec lui, elle lui a donné des enfants, elle lui a donné des années de sa vie. Et lorsque tout s'effondre, ce n'est pas seulement la trahison qui fait mal, c'est la sensation que tout ce que l'on a donné n'a pas été honoré. Je crois que la blessure de Joyce est une blessure de sacrifice identitaire. Celui qui te fait dire, j'ai tellement investi ici que je ne sais plus qui je suis sans cette relation. Parce qu'il y a parfois une énorme différence entre aimer une personne et être attaché à un rêve. Combien de temps as-tu déjà passé à essayer de sauver une histoire qui n'existait plus que dans ton cœur? Et si, quant à elle, m'a profondément touchée parce qu'elle m'a rappelé beaucoup de femmes de générations précédentes. Des femmes courageuses, des femmes résilientes, des femmes admirables, mais aussi des femmes qui ont appris à survivre. Et si voix, et si c'est,
et s'y comprend, et pourtant elle reste. Parce que s'il ne mesure pas l'amour à travers le respect, elle le mesure à travers l'endurance. Elle a appris que l'amour, c'est tenir, attendre, pardonner, encaisser, supporter. Plus tu supportes, plus tu aimes. C'est une croyance extrêmement répandue et extrêmement dangereuse. Parce qu'à force de tout accepter, on finit parfois par oublier qu'on avait le droit de dire non. Et puis, il y a cette scène avec la mère de Joyce, cette phrase qui m'a glacée. Quand elle explique presque que c'est normal qu'un homme regarde ailleurs, que cela fait partie de la vie. Combien de femmes ont appris à vivre avec des comportements qu'elles n'auraient jamais dû considérer comme normaux? Parce qu'à force d'entendre les hommes sont comme ça, certaines femmes arrêtent de se demander est-ce que c'est acceptable? Et elles commencent à se demander comment faire pour supporter. Et c'est exactement comme ça qu'une blessure devient un héritage. Quelle situation as-tu normalisée simplement parce que tu l'as vue trop souvent? Je crois que Matipa est le personnage que beaucoup de femmes ont le plus de mal à reconnaître en elle. Parce qu'au premier regard, elle paraît forte, ambitieuse, intelligente, belle, déterminée. Elle n'arrive pas comme une victime, elle arrive comme une femme qui pense maîtriser la situation. Matipa ne cherche pas l'amour au départ, elle cherche l'ascension, le pouvoir, la reconnaissance. Elle croit comprendre les règles du jeu et surtout, elle croit qu'elle sera différente des autres femmes. Je crois que beaucoup de femmes tombent dans ce piège. Pas forcément dans une relation avec un homme marié, mais dans des relations où elles pensent avec moi ce sera différent. Mais moi je vais réussir à le faire changer. Il va finir par me choisir. Il ne me traitera pas comme les autres. Derrière cette croyance se cache souvent une blessure très profonde, le besoin d'être l'exception. Parce que lorsqu'on ne se sent pas pleinement choisi intérieurement, on cherche parfois à devenir celle qui sera choisie là où personne n'a réussi. Et lorsque Matipa tombe amoureuse, tout s'effondre. Parce que la stratégie disparaît et la blessure apparaît. Elle découvre qu'elle n'était pas l'exception, elle était simplement une nouvelle pièce du même système. Parce qu'il ne s'agit plus simplement d'être rejeté, il s'agit de voir s'effondrer l'image spéciale qu'on avait construite autour de soi. Et toi, as-tu déjà confondu le fait d'être choisi avec le fait d'être exceptionnel? Lindani, quant à elle, elle m'a fait mal. Parce que je ne vois pas une manipulatrice, je vois une enfant. Une enfant devenue femme dans un environnement qui lui a appris très tôt certaines règles. Elle a grandi en regardant le pouvoir, le luxe, l'influence, la domination. Et lorsqu'un enfant voit un modèle pendant des années, il finit souvent par considérer ce modèle comme normal. Voilà pourquoi certaines personnes reproduisent des schémas qu'elles détestent pourtant, non pas parce qu'elles sont stupides, mais parce qu'elles ont été programmées dans cet environnement. Lindani ne poursuit pas l'amour, elle poursuit la sécurité. Elle cherche la stabilité, la protection, la validation, une sortie de secours. Parce qu'au fond, elle a peur de manquer. Et lorsqu'une décision est guidée par la peur, elle cesse souvent d'être un véritable choix. Lindani me rappelle une phrase importante, et les comportements ont une histoire. Comprendre cette histoire ne signifie pas tout excuser, mais cela permet de voir au-delà du jugement. Quelles décisions de ta vie ont été prises par amour et lesquelles ont été prises par peur? Maintenant, pourquoi les femmes se battent-elles entre elles? C'est probablement ce qui m'a le plus frappé. Aucun homme n'humilie autant ses femmes que les femmes s'humilient parfois entre elles. Les piques, les comparaisons, les rivalités, les humiliations, et pourtant elles souffrent toutes du même système. Alors pourquoi? Parce qu'un système déséquilibré a besoin de concurrence. Lorsqu'il n'y a pas assez d'amour, on se bat pour les miettes. Lorsqu'il n'y a pas assez de reconnaissance, on se bat pour être celle qui sera reconnue. Lorsqu'il n'y a pas assez de sécurité, on se bat pour garder sa place. Et petit à petit, l'autre femme devient l'ennemi. Alors qu'en réalité, elle souffre souvent du même problème. Et là, je veux dire quelque chose qui risque de déranger, mais parfois la colère dirigée vers l'autre femme est simplement une douleur qui n'ose pas regarder l'homme en face. Parce qu'au fond, si je reconnais ce qu'il est réellement, alors je vais devoir prendre une décision. Et cette décision me fait peur. As-tu déjà dirigé ta colère vers une autre femme alors que ta vraie blessure venait d'ailleurs? Maintenant, parlons des hommes du système, des enfants qui grandissent au milieu de tout ça. Ce que j'ai aimé dans cette série,
c'est qu'elle ne parle pas uniquement des femmes. Parce que les garçons aussi héritent, les garçons aussi apprennent, les garçons aussi souffrent. Et 3 hommes racontent 3 trajectoires différentes. Mendy est sensible, doux, émotif. Mais tout autour de lui envoie le même message. Tu dois être un homme. Et très souvent, cela signifie ne pleure pas, n'aie pas peur, n'exprime pas ta douleur, sois fort. Alors le garçon apprend à se couper de lui-même. Et un jour, ce petit garçon devient un homme incapable d'exprimer ses émotions. Puis la société lui reproche ce qu'elle lui a elle-même enseigné. Voilà pourquoi je dis souvent, les garçons ont aussi besoin de sécurité émotionnelle. Magesh me touche énormément parce qu'il représente toutes les personnes qui savent, il voit, il comprend, il n'est pas d'accord, mais il reste silencieux. Parce que parfois, les systèmes les plus destructeurs ne survivent pas grâce aux personnes qui les créent. Ils survivent grâce aux personnes qui les tolèrent. Par peur, par loyauté, par dépendance, par confort. Le silence est parfois une forme de transmission, lui aussi. Et puis, il y a Freedom, le marginal, le différent, celui qui ne rentre pas dans les cases. Et paradoxalement, c'est souvent lui qui voit le plus clair. Parce qu'il n'a rien à défendre, rien à préserver, rien à protéger. Parce qu'être libre demande parfois d'accepter de ne plus appartenir à certains groupes. Qu'es-tu en train de tolérer aujourd'hui simplement pour continuer à appartenir? Et si les femmes héritent des blessures, et si les hommes héritent de modèles, alors la vraie question devient, que se passe-t-il chez les enfants qui grandissent au milieu de tout cela? Parce que les enfants n'entendent pas seulement ce qu'on leur dit, ils observent ce qu'on normalise. Parce qu'on ne parle plus des choix des adultes, on parle des conséquences. Et souvent, dans les familles, les conséquences ont un prénom. Mpoumé, Sarah, 2 filles, un même père, une même histoire, et pourtant 2 héritages complètement différents. Mpoumé a vu les dégâts, les mensonges, les blessures, et justement parce qu'elle les a vus, elle refuse de les normaliser. Mais même lorsqu'un enfant devient conscient, cela ne supprime pas la blessure. Cela lui donne simplement la possibilité de ne pas la transmettre. Puis il y a Sarah. Sarah m'a brisé le cœur. Parce que Sarah représente tous les enfants qui grandissent dans l'ombre. Les enfants cachés, les enfants non reconnus, les enfants qu'on aime en privé mais qu'on n'assume pas en public. Et un enfant qui grandit dans cette réalité entend souvent un message silencieux. Tu existes, mais pas suffisamment pour être montré. Et ce genre de message peut devenir une vraie programmation. Parce que les enfants paient souvent les dettes émotionnelles des adultes. J'ai une question. Quel message ton enfant est-il en train de recevoir aujourd'hui à travers la façon dont tu te traites toi-même? Les filles apprennent énormément en observant leur mère. Pas ce qu'elle dit, ce qu'elle vit. Une fille qui voit sa mère tout accepter peut apprendre que l'amour demande de souffrir. Une fille qui voit sa mère se taire peut apprendre ma parole a moins de valeur que celle des autres. Une fille qui voit sa mère s'oublier peut apprendre les besoins des autres sont plus importants que les miens. Une fille qui voit sa mère rester dans une situation qui la détruit peut apprendre que partir n'est pas une option. Et c'est là que j'ai repensé à la mère de Joyce. Quand elle dit « c'est normal qu'un homme regarde ailleurs », elle ne transmet pas seulement une opinion, elle transmet une norme, une tolérance, une limite déplacée. Et c'est exactement comme ça que certaines blessures traversent les générations. Pas parce que quelqu'un les enseigne volontairement, mais parce qu'elles sont devenues ordinaires. Quelle phrase as-tu entendu dans ton enfance que tu considérais normale et que tu remets aujourd'hui en question? Les garçons regardent eux aussi. Ils observent comment leur père traite leur mère, comment leur mère accepte d'être traitée, comment les adultes gèrent le pouvoir. Ils en tirent des conclusions. Certains garçons apprennent être un homme, c'est dominer. D'autres apprennent que être un homme, c'est se taire. D'autres encore vont apprendre que être un homme, c'est ne jamais montrer sa vulnérabilité. Et parfois, un garçon reproduit simplement ce qu'il a vu 1000 fois. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'est devenu sa normalité. C'est pour ça que je suis prudente lorsque les femmes me disent « je reste pour les enfants ». Parce que les enfants n'apprennent pas seulement grâce à notre présence, ils apprennent aussi à travers ce qu'ils voient. Et parfois, rester transmet davantage que partir. Je sais que cette phrase peut déranger, mais elle mérite d'être réfléchie.
Je ne crois pas que le sujet principal de cette série soit la polygamie. Je crois que le sujet principal est l'absence véritable de choix. Joyce reste pour préserver son identité et s'y reste parce qu'elle ne sait plus qui elle est en dehors du sacrifice. Matipa reste parce qu'elle croit encore pouvoir gagner et Lindani reste parce qu'elle croit que la sécurité vaut ce prix. À partir de quel moment un choix cesse-t-il d'être un choix lorsqu'il est guidé par la peur, la dépendance, le manque d'estime de soi, la survie? Je crois que c'est la vraie question de la série. Ce que tu appelles aujourd'hui un choix, est-ce réellement un choix ou est-ce une stratégie pour éviter une peur plus profonde? Et voici la réflexion qui m'a le plus dérangée. Pendant toute la série, je me demandais comment Jonasi a-t-il pu faire tout ça? Puis, une autre question, pourquoi tout le monde l'a-t-il laissé faire? Pourquoi les proches savaient-ils? Pourquoi les amis savaient-ils? Pourquoi certaines femmes savaient-elles? Et pourtant, personne n'arrêtait réellement le système. Parce qu'un système ne survit jamais grâce à une seule personne. Il survit grâce à tous ceux qui s'y adaptent. Ceux qui ferment les yeux, ceux qui minimisent, ceux qui justifient, ceux qui disent « c'est comme ça ». Une relation devient toxique le jour où le déséquilibre cesse de choquer. Et je crois que cela est vrai pour un couple, mais aussi pour une famille. Et parfois même pour une société tout entière. Et maintenant, je vais dire quelque chose qu'on évite souvent de dire clairement. Jonasi n'est pas un accident. Il est un produit. Un homme n'arrive pas un matin avec l'idée spontanée qu'il peut avoir plusieurs femmes, mentir à toutes, humilier, manipuler, accumuler et continuer à être respecté dans sa communauté. Ce type de comportement est encouragé, construit, protégé, transmis par des lois qui ont longtemps ignoré les droits des femmes, par des traditions qui ont normalisé le pouvoir masculin, par des religions interprétées au profit de ceux qui interprètent, par des familles qui ferment les yeux, par des silences qui protègent l'homme et exposent la femme. On ne construit pas un Jonasi en un jour, on le construit en une génération, en lui disant que sa réussite efface ses fautes, que son désir prime sur la dignité des autres, que les femmes autour de lui sont des ressources, pas des personnes entières. Et maintenant, parlons du détail que tout le monde voit, mais que personne ne nomme vraiment. Dans cette série, et dans beaucoup de sociétés qui la pratiquent, la polygamie est dans un seul sens. L'homme peut avoir plusieurs femmes, et si une femme faisait exactement la même chose, elle serait détruite. Socialement, moralement, familialement, on trouverait un mot pour elle et ce mot ne serait pas tendre. Mais lui, on l'admire. On admire sa réussite, on respecte son influence, on excuse ses écarts. Ce n'est pas de la nature humaine, c'est de l'architecture sociale. Et le plus fascinant et le plus dérangeant, c'est que ce sont souvent les femmes elles-mêmes qui gardent ce système en place. Les épouses qui acceptent, les mères qui normalisent, les belles-mères qui transmettent, les filles qui reproduisent. Pas par stupidité, mais par survie, par héritage, par absence d'autres modèles. Et c'est là que tout se rejoint. Un système déséquilibré ne survit pas parce qu'il est juste. Il survit parce qu'il a convaincu les personnes qui l'oppriment que c'est normal. Dans ta vie, quel comportement as-tu accepté parce que le système autour de toi te disait que c'était normal pour un homme? Et finalement, je crois que c'est une série sur ce qui arrive lorsqu'une blessure individuelle devient un héritage collectif. Lorsqu'une femme transmet sa résignation, lorsqu'un homme transmet son rapport au pouvoir, lorsqu'un enfant hérite d'une histoire qu'il n'a jamais choisie. Et c'est peut-être là la question la plus importante. Pas suis-je Joyce, suis-je Essie, suis-je Matipa, suis-je Lindani, mais plutôt, qu'est-ce que je suis en train de normaliser aujourd'hui? Parce que nos enfants n'apprennent pas seulement de nos conseils, ils apprennent de ce que nous acceptons, de ce que nous tolérons, de ce que nous excusons, de ce que nous appelons normal. Et peut-être que guérir, ce n'est pas seulement se libérer pour soi. Peut-être que guérir, c'est interrompre une transmission. Pour que nos filles n'aient plus à apprendre à se taire, pour que nos garçons n'aient plus à apprendre à dominer, pour que l'amour ne soit plus confondu avec le sacrifice. On guérit pour nous, mais on transmet autrement. C'était Luminescence à voix basse. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une femme qui mérite de savoir que l'amour n'est pas censé écouter son identité. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai laissé un quiz afin d'identifier tes schémas amoureux. Tu trouveras le lien en description. Et je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite et à bientôt.